Alors, l'Alliance des États du Sahel, ça fait maintenant environ 2 ans qu'elle existe, créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La grande question, c'est où en est-on aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir ensemble, en se basant sur une analyse très pointue de l'expert Luca Bazecchi. Allez, on plonge dedans. Faut bien comprendre une chose. Tout a démarré dans un contexte explosif. L'AES, ce n'était pas juste un petit accord politique signé au coin d'une table. Non, c'était vraiment une réponse radicale, presque un coup de poker face à des menaces qui pesaient sur leur existence même. Alors la vraie question c'est, est-ce que ce pari a payé? Et pour bien saisir la naissance de l'AES, il faut se rappeler à quel point tout s'est enchaîné très très vite. Le vrai détonateur, ça a été le coup d'État au Niger. Tout de suite après, la CEDEAO a commencé à brandir la menace d'une intervention militaire. Et là, la réponse a été immédiate. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont serré les rangs. Ils ont mutualisé leurs forces et ont envoyé un message très clair: touchez à l'un de nous et c'est une déclaration de guerre contre nous trois. Mais au départ, franchement, personne n'y croyait. Le scepticisme était général. L'analyste Luca Bazecchi le résume très bien avec cette formule. Il dit qu'on les voyait un peu comme des amuseurs de galerie. L'idée dominante, c'était qu'ils n'avaient tout simplement pas les épaules, pas les moyens de bousculer un ordre qui est établi depuis si longtemps. Alors pour y voir plus clair, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va commencer par la naissance de l'Alliance, en plein chaos. Ensuite, on verra leur fameuse stratégie des 3D. On détaillera chacun des 3 piliers, la sécurité, la diplomatie et le développement. Et on terminera en se demandant si oui ou non, c'est un modèle qui pourrait inspirer d'autres pays. Ok, première partie, une alliance née du chaos. Il faut vraiment insister là-dessus. L'analyste qu'on suit, Luca Bazecchi, utilise des mots très forts pour décrire la situation de départ. Il parle d'un contexte totalement dégradé, déstructuré, disloqué. Donc on n'est pas du tout dans une décision politique classique mûrement réfléchie. C'est un véritable pari, un saut dans l'inconnu. Et pour bien illustrer ça, Luca Bazecchi propose une analogie que je trouve super parlante, celle du risque de l'entrepreneur. Imaginez un entrepreneur qui est au pied du mur, dans une situation sans issue. Que fait-il? Il prend un risque fou. Il tente un pari hasardeux pour s'arracher à sa réalité et créer quelque chose de totalement nouveau. Eh bien, selon Bazecchi, c'est exactement l'état d'esprit des dirigeants de l'AES. Et c'est cette mentalité qui, pour lui, est la clé pour comprendre tout ce qui a suivi. D'accord. Mais un pari, une mentalité, ça ne suffit pas. Comment on passe de l'idée à l'action concrète? C'est là qu'intervient leur stratégie. L'analyste a identifié une vision très claire qui se résume en un concept simple mais puissant. La stratégie des 3D, basée sur 3 piliers essentiels. Et ces 3D, les voici: défense et sécurité, diplomatie et développement. C'est vraiment le triptyque qui est au cœur de tout leur projet. Chaque action de l'Alliance est guidée par ces 3 axes, et l'idée, bien sûr, c'est que chaque pilier vienne renforcer les 2 autres. Alors on commence avec le premier D, le premier pilier, la reconquête sécuritaire. Et là, il faut être clair, c'était la priorité absolue, le point de départ de tout. Sans sécurité, impossible de construire quoi que ce soit d'autre. L'objectif était donc simple et vital, reprendre le contrôle du territoire. Et là, le contraste avant-après, selon l'analyse de Luca Bazecchi, est assez frappant. On serait passé de vastes zones transformées en sanctuaires terroristes à des incursions que l'analyste qualifie de désespérées. Il prend l'exemple du Mali, où 60 à 70% du territoire étaient au moins des groupes armés. Aujourd'hui, une grande partie de cet espace aurait été reconquise. C'est tout le paradigme qui aurait changé. On est passé d'une dépendance à des forces étrangères jugées inefficaces à une coopération, une mutualisation des forces locales. Et pour que cette coopération ne reste pas juste un mot sur un papier, ça s'est matérialisé par la création d'une force conjointe. On parle de 5000 hommes, une force mixte dont le but est justement d'incarner cette solidarité directement sur le terrain. Et les résultats revendiqués sont plutôt significatifs. D'après l'analyse, l'essentiel des sanctuaires terroristes aurait été démantelé. Plusieurs chefs terroristes importants, que des forces étrangères n'avaient pas réussi à neutraliser en plus de 10 ans, auraient été, éliminés. À ça s'ajoute l'acquisition de nouveaux équipements militaires, comme des drones et des avions, et surtout, la reprise de villes ultra-stratégiques et symboliques, comme Kidal. Bien, une fois le pilier sécuritaire abordé, on passe logiquement au deuxième D, la diplomatie souveraine. Parce que la guerre, elle ne se gagnait pas uniquement avec des armes, elle se joue aussi et surtout sur la scène internationale, dans le jeu des perceptions et des narratifs. Et là-dessus, le point le plus important selon l'analyste, c'est le changement radical de regard. Luca Bazecchi insiste là-dessus. La condescendance, l'arrogance, voire le mépris du début, tout ça aurait laissé place au respect. D'après lui, l'AES est devenue une réalité géopolitique, un acteur qu'on ne peut plus ignorer et avec qui il faut désormais compter. Et cette affirmation de souveraineté, elle s'est traduite par des actes politiques très très forts. D'abord, le retrait de la CEDEAO, puis le retrait du G5 Sahel, et plus récemment, cette proposition de créer leur propre Cour internationale du Sahel, ce qui sous-entend une possible sortie de la Cour pénale internationale.
Toutes ces décisions vont dans le même sens, construire leurs propres institutions, des structures qu'ils contrôlent et qui sont conçues pour servir leurs propres intérêts. Et visiblement, cette nouvelle posture diplomatique, elle a un écho assez puissant. Un sondage, relayé par Jeune Afrique, a montré un soutien public vraiment massif. Et pas seulement dans les 3 pays de l'Alliance, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pour l'analyste, c'est le signe que ce projet parle aux gens, qu'il résonne bien au-delà de ses propres frontières. On arrive maintenant au 3e et dernier D, le développement autonome. Et c'est peut-être le pilier le plus ambitieux, le plus difficile sur le long terme. Parce que c'est bien beau d'avoir une souveraineté militaire et diplomatique, mais si l'économie ne suit pas, tout le reste est fragile. Et pour concrétiser cette ambition, une annonce très forte a été faite, la création d'une banque confédérale d'investissement. Et ils ont sorti un chiffre qui a vraiment marqué les esprits, 500 milliards de francs CFA de capital initial. C'est un signal extrêmement puissant, surtout quand on sait que ces pays ont vu toutes les subventions et les aides budgétaires internationales coupées du jour au lendemain. Le but de cette banque, c'est assez simple à comprendre. Financer les grands projets d'infrastructure, les projets structurants qui vont permettre de lier et de faire fonctionner ensemble les économies des 3 pays. L'idée de fond, c'est de prouver quelque chose, qu'en optimisant simplement la gestion de leurs propres ressources, ils peuvent lever des sommes colossales pour leur propre développement sans dépendre de l'extérieur. Alors attention, il faut rester lucide. Les résultats concrets de tout ça, on ne les voit pas encore partout. L'analyste le dit très clairement, ils partent d'un trou abyssal, c'est le terme qu'il emploie. Mais, et c'est ça qui est crucial pour lui, les fondations sont posées. Les bases d'un futur développement autonome seraient maintenant en place. Bon, après avoir vu ces 3 piliers, on arrive à la grande question. Quel bilan tirer de tout ça ? Est-ce que l'AES est juste un feu de paille, une expérience qui va s'éteindre, ou est-ce que c'est un véritable modèle pour l'avenir ? Eh bien, le jugement de l'analyste Lucas Baki, il est sans appel. Il utilise un mot extrêmement fort. Il dit « en 2 ans, c'est pratiquement un miracle ». Un miracle, pourquoi ? Parce qu'il met en perspective ces quelques années avec les 60 années d'indépendance précédentes qu'il décrit comme marquées par l'immobilisme et l'inaction de beaucoup de dirigeants. Et ce qui rend ce modèle si inspirant, selon lui, c'est que ça dépasse la simple question politique ou économique. Pour lui, ce qu'on observe avec l'AES, c'est un retour aux aspirations les plus fondamentales de l'être humain. La liberté, bien sûr, mais aussi l'autodétermination. La capacité tout simplement de penser et d'agir par et pour soi-même. Et on va terminer là-dessus avec cette interrogation. Est-ce que l'AES est un nouveau modèle durable pour la souveraineté en Afrique, ou est-ce que c'est une expérience à très haut risque dont les plus gros défis sont encore à venir ? Parce que le chemin parcouru est une chose, selon cette analyse, mais les défis, eux, restent absolument immenses. Les pressions, les obstacles ne disparaissent pas, bien au contraire. Seul l'avenir nous dira si ce pari fou se transformera en un succès qui dure. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.